Salut, c'est Raphaël du Pôle Podcast. Tout le mois d'août, on vous propose d'écouter des rediffusions de la série Les gens du coin. Que vous soyez à la plage, sur un transat, en pleine rando, on vous a sélectionné le meilleur de cette série. Nous, on se retrouve à la rentrée pour des nouveaux reportages. Allez, bonnes vacances et surtout, bonne écoute. On devrait faire ça. C'est-à-dire ? Tous là, prendre 5 minutes dans notre jardin, dans le square, dans un parc, dans un bord de rivière, un bout de forêt, et puis juste rien faire, regarder là. 1 heure, 2 heures. J'entendais il n'y a pas longtemps, là, il paraît que 6 minutes de chant d'oiseau, ça permet d'apaiser les tensions, réguler le rythme cardiaque, abaisser le rythme cardiaque, mais ça marche aussi avec nos animaux domestiques, avec tout ça. Suivre les traces de la loutre dans le Loir-et-Cher, ça nous a rendu philosophes avec Alexandre. L'animal revient dans le département depuis quelques années, c'est le constat que dresse Alexandre. Il arpente les rivières du territoire pour les photographier, les observer, les comprendre, les analyser. Et après une balade dans la forêt, sous un soleil de plomb, on s'est assis, le soir, derrière une toile de camouflage, le regard planté sur la rivière. C'est ce que l'on appelle être à l'affût. On ne voyait rien, mais on entendait tout. Et à deux, on a attendu la loutre. Au-delà de l'attente, Alexandre il a eu de belles réflexions sur ce que devrait être le rôle de l'homme dans la nature. Voilà, c'est Les gens du coin, comme d'habitude, sur les traces de la loutre, épisode 21. Je viens au minimum 1 fois par semaine. Allez, il ne se passe pas plus de 10 jours sans que je passe en fait. Parce que j'aime bien... D'abord j'aime bien ce coin-là, je le trouve très sympa. Là on va avancer, il y a des petites prairies, il y a toujours une lumière très jolie, enfin, c'est très chouette. Et puis je viens suivre la bestiole, hein. Je viens suivre la loutre, je viens voir ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle marque le territoire, où est-ce qu'elle pêche. C'est comme ça qu'à venir régulièrement on comprend mieux comment elle fonctionne. Est-ce que tu peux te présenter, parce qu'on m'a un peu présenté comme un peu le spécialiste de la loutre. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Ça fait combien de temps que tu l'observes ? Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours ? Alors spécialiste de la loutre, non, je pense pas être spécialiste de la loutre, sérieusement atteint par la bête, c'est sûr, mais spécialiste, je me présenterai pas comme ça. Je suis éducateur à l'environnement, c'est mon métier, c'est-à-dire que j'emmène des enfants, des adultes découvrir la nature, que ce soit au bord de l'eau, en forêt ou ailleurs, dans une association d'études et de protection de la nature qui s'appelle Sologne Nature Environnement. Et puis au cours de mon parcours, au cours des rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer la loutre et c'est devenu effectivement l'objet de mes pensées très souvent. Oui. Donc ça fait combien de temps là à peu près que tu fais ça parce qu'il faut le dire pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, c'est que vous arpentez comme ça les bords de rivière. Alors moi je fais ce métier-là depuis 26 ans, 27 ans à peu près, j'ai pas compté. Et puis la loutre, ça m'est venu. Alors j'avais déjà une affection un petit peu pour cet animal-là, puisque il y a toute une symbolique autour de l'animal. Il y en avait pas chez moi à l'époque, il y en avait pas dans les rivières de Sologne. Et puis un jour, c'était 2008-2009, quelque chose comme ça. Je rencontre le biais des hasards fait que je rencontre un pisciculteur, donc un éleveur de poissons qui a décidé non pas de combattre l'animal mais de vivre avec. Et j'ai trouvé le discours de cette personne très atypique. On a tendance plutôt à se dire, tiens, un éleveur de poissons, qu'est-ce qu'il ferait avec une loutre ? J'ai passé quelques jours avec lui, finalement, puisque d'un après-midi de discussion, il passe une soirée, puis une nuit, puis une journée, puis on remet ça le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'abord un passionné de loutre, puis une loutre. Et puis du coup, depuis 2009, maintenant, je parcours les rivières où que ce soit à la recherche de l'animal. Ça fait combien de temps qu'elle revient concrètement ? Alors, de manière timide, ponctuelle, on est autour des années 2016, 2017, 2018. On commence, peut-être même des fois 2015, on commence à avoir un petit indice ici, là, une trace de pas un peu surprenante qu'on n'a pas l'habitude de voir au bord de la rivière.
Une crotte qui quand même ressemble à celle d'une loutre, mais on a un doute parce que ça fait longtemps qu'elle a disparu. Et puis ça pourrait tout à fait être une pelote de Martin Pêcheur. Bref, le doute s'installe un petit peu et puis le doute, ça fait réfléchir, ça donne envie de se questionner, enfin ça questionne et puis ça donne envie d'aller chercher. Et puis on vient un peu plus souvent au bord de la rivière et puis on trouve un peu plus de traces, d'année en année, un peu plus d'indices. Et donc là maintenant, elle est bien revenue et bien présente tout le temps à l'année. C'est ça qui est magique, c'est que les gens ils sont là, mais ils savent pas qu'il y a des loutres. Ils savent pas tout ce qu'il y a, cet animal qui revient un peu, et elle vient frôler cet arbre qui est couché le long, là, en parallèle de la rivière. Et pour elle, c'est un spot hyper intéressant parce que c'est là qu'elle va venir marquer le territoire. Alors là, on entend quelques oiseaux, eux ils marquent le territoire comme ça. Et la loutre, pour marquer le territoire, elle vient laisser des crottes. Et comme elle est un petit peu précieuse, on appelle ça des épreintes. C'est un des rares animaux à avoir un nom juste pour ses crottes. Alors ces crottes, on les reconnaît assez facilement parce qu'au bout d'un certain temps, quand elles sont un petit peu vieilles, elles ont un aspect un peu grisâtre, un peu blanchâtre. Alors là, si on regarde un peu sur le tronc, on voit déjà une très belle là, tu vois. Ah oui, donc ça c'est une crotte de loutre. Ça c'est une crotte de loutre, tu vois, celle-ci elle fait la moitié de mon petit doigt, elle peut aller jusqu'à la taille d'un pouce, ça peut être, ça dépend ce qu'elle a mangé. Donc ça c'est une crotte de loutre, alors on va la prendre, hop. Donc on va la prendre, donc tu vois on reconnaît, si tu regardes un petit peu, on croit reconnaître des petites arêtes, des petits trucs, des petites écailles, là, tu vois les trucs ronds là. Ah oui, effectivement. Ça c'est des petites écailles de poisson, donc ce qu'elle digère pas. Et puis quand on a un doute, et on a toujours le doute, on vient sentir cette épreinte. Alors celle-ci elle est un petit peu vieille, je vais t'en trouver une qui sent un petit peu mieux, alors quand elle est un peu vieille on la réhumidifie un petit peu, mais... Ah oui, mais vraiment là tu... Bon, c'est pas celle-là. Là ça pue là. Elle sent fort, ouais. Ah oui. Alors ça pue mais pas. C'est pas grave. Ça pue pas la crotte comme des animaux par exemple, qu'on a l'habitude. Ça sent le poisson quoi. D'accord. Parce qu'elle mange principalement du poisson. Donc il y a une odeur de poisson. Alors suivant les gens, il y en a qui vont dire que ça a une odeur un peu de miel, un peu... Bon, on entend un petit peu de tout, mais en tout cas c'est une odeur qui est très caractéristique. Tu vois, on continue le long du tronc là, hop. Là, il y en a encore une ici, là, tu vois. Ah oui, incroyable. Il y en a là. Alors là, on est en fait au-dessus de la rivière, un petit mètre au-dessus de la rivière. Et puis devant nous part un énorme arbre légèrement au-dessus de l'eau. Et ses racines, là, elles maintiennent bien la berge. Ça a formé un trou sous l'eau, dans l'eau. Là, on voit l'eau est un peu transparente, on voit le fond de l'eau. On voit bien, il y a un bon mètre d'eau là. Et ça, c'est un poste intéressant parce qu'il y a toujours des poissons qui se tiennent là. Alors comme la loutre, elle mange du poisson, entre autres, pas que, on en reparlera, mais pas que. Elle sait que les poissons ils viennent se réfugier là. Donc elle va longer les berges comme ça des cours d'eau pour débusquer un peu les poissons. La loutre elle a des grandes moustaches qu'on appelle des vibrisses qui font à peu près 15 cm de long et elle va repérer ses proies comme ça, pas que à la vue mais aussi avec ses vibrisses, qui fait que s'il y a un mouvement d'eau, s'il y a un poisson qui part, elle va sentir ce mouvement d'eau avec ses petites moustaches là. Et elle va le poursuivre le long de la berge, parce que c'est là que les poissons ils vont essayer de se cacher. Et donc là, on voit bien que ce creux, ça peut être un endroit où les poissons vont se tenir, parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a de l'ombre, il y a des cachettes, donc forcément la loutre, elle va venir là. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est sur le haut de cet arbre, tu vois là, elle sortirait de l'eau ici, elle ferait le tour sur la berge, grimperait sur l'arbre et redescendre. Et souvent, elle mettrait cette petite épreinte, cette petite crotte. Alors là, ce serait pas pour marquer le territoire, ce serait pour marquer le poste de pêche, un peu comme les pêcheurs, ils ont leur coin particulier, puis ils ont mis un petit truc pour le repérer. Ben, la loutre c'est pareil, elle a mis une petite épreinte, alors pour deux choses, pour dire c'est un coin de pêche, et ce coin de pêche c'est le mien. Voilà. Ah oui, les autres loutres qui passeraient, elles sauraient que c'est son coin de pêche. Alors si on devait décrire une loutre, si on voyait une loutre, on verrait un animal qui serait assez court sur pattes, entre 1 mètre et 1 mètre 20 avec la queue. Un peu sombre, le pelage est plutôt brun sombre, entre 5 et 9 kg on va dire, allez, c'est entre 6 et 9 on va dire pour la moyenne. On verrait pas si c'est un mâle ou une femelle de prime abord comme ça. C'est un carnivore, donc une dentition de carnivore. C'est-à-dire il y a 4 canines qui se voient bien, parce qu'il faut quand même croquer le poisson et puis les écrevisses. Donc là, on se trouve ici aujourd'hui, à cet endroit, parce que la loutre revient. Tout à fait. Est-ce que c'est bon signe, mauvais signe ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de l'écosystème ? Ou alors ça veut rien dire du tout et c'est juste que...
Alors, on associe souvent la loutre à une qualité d'eau exceptionnelle, etc., etc. C'est pas complètement vrai en fait. On se rend compte que la loutre, elle s'en sort très bien dans des milieux qui sont complètement troubles, où l'eau est complètement troublée, où on voit pas le fond, où c'est très vaseux. C'est un prédateur qui sait assez bien s'adapter. Par contre, c'est quand même un bel indicateur de fonctionnalité des écosystèmes. Alors, c'est des mots un peu savants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écosystème, les chaînes alimentaires, le milieu naturel, globalement, tout ça fonctionne. Je dis pas qu'il est en bon état, je dis pas qu'il n'y a pas de pollution ou qu'il manque des choses, je dis juste que voilà, il y a une chaîne alimentaire qui fonctionne, quoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Tu nous disais que l'affût qui était décrit dans Blanc, les livres de Sylvain Tesson, c'était exactement ça. Dans Blanc, dans les émotions qu'on peut qu'on peut ressentir à être seul quand il fait son voyage au lac Baïkal et qu'il va s'enfermer entre guillemets là-bas. Dans La Panthère des Neiges, quand il raconte ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce à quoi il pense pendant un affût, son dialogue dans le film avec Vincent Munier sur l'affût, sur ce qu'on voit pas, ce qu'on ressent. Enfin, en affût, t'as des gens qui vont penser à rien, puis d'un seul coup, t'as un truc qui te traverse. T'en as qui vont penser à Sylvain Tesson raconte lui que d'un seul coup, c'est un souvenir de sa mère qui revient en tête. Et c'est vrai que des fois, on a des choses lointaines qui nous reviennent dans ces moments-là. Enfin, je veux dire, on est calme, on est apaisé. Il n'y a rien à attendre. Enfin, il le décrit très très bien. L'affût, on n'attend rien. Là, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et là, on va se mettre en affût, c'est-à-dire on a repéré. Moi, je suis venu, j'ai repéré un peu le coin où on pouvait se mettre. On avait une vue dégagée pour voir d'éventuels animaux qui viendraient à la rivière. Et en fait, il peut tout se passer, il peut rien se passer. Et en fait, on n'attend rien. On est toujours dans notre société, dans tous les jours, on attend quelque chose. On attend l'heure qui passe, on attend le facteur, on attend son voisin, on attend son collègue, on attend un mail, on attend un courrier. Et en fait, en affût, t'attends l'hypothétique. C'est ce qu'il décrit très bien. C'est-à-dire, t'attends l'improbable et tout peut arriver en fait. Et tu l'attends sans l'attendre parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas un truc qui va arriver, quoi. Il peut tout arriver, il peut rien arriver. Ça nous rend philosophe, cette balade dans la nature. Donc là, pour préparer cet affût, donc c'est d'abord beaucoup de repérage. Comme on disait, je viens régulièrement, je comprends, on essaie de comprendre quand on vient faire des affûts, par où arrivent les animaux, par où ils repartent, où est-ce qu'on peut se mettre pour ne pas les déranger. Là, on a regardé aussi dans quel sens tourner le vent. Donc le vent vient face à nous, ce qui fait que ça ne va pas apporter nos odeurs aux animaux. Et puis pour pas qu'il soit perturbé, j'ai commencé à aménager ce petit truc là il y a déjà une semaine, tu vois. Voilà, quelques branches qui sont un peu recourbées, un peu pliées, le filet de camouflage, le petit filet là qui est là, qu'on entend bruisser un petit peu là, je l'ai mis il y a 2-3 jours celui-ci, parce que mine de rien il a quand même une odeur, donc il faut que cette odeur soit imprégnée dans le milieu, que les animaux n'associent pas ça à un danger particulier. Écoute, je t'en prie, installe-toi. Alors je me mets où, moi? Tu te mets sur le joli fauteuil qui est là. Ah non. Ah bah si, parce que ça c'est mon fauteuil à moi. Ça. Ah bon? Donc hop. C'est bien gentil. Écoute. J'ai même un dossier. Oui, c'est important d'être bien installé. Et ça, on va le faire retomber peut-être. Hop. Eh ben écoute. Et là, quelque part dans les branches, quelque part au bord de l'eau, il y a une bestiole qui nous surveille. Tu penses qu'elle nous voit ? C'est la loutre ou pas, peut-être pas la loutre, il est peut-être encore un petit peu tôt, mais c'est possible, à cette heure-là, ça pourrait sortir. Mais c'est ça qui est génial, c'est que tu te dis, en fait, nous on arrive avec nos gros pieds d'humain là-dedans, et en fait, t'es tout le temps observé, quoi. T'as toujours un oiseau qui te regarde du coin de l'œil, un chevreuil qui te regarde. C'est quoi l'histoire de l'homme avec la loutre? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Elle a été chassée au début. Elle a été chassée. Elle a été beaucoup chassée pour plein de raisons. Dans les raisons principales qui ressortent, c'est la première, c'est que c'était quelle année jusqu'en 1972, parce que son statut de protection était 1972. À partir de là, elle devient protégée. Je dis pas qu'on la tue plus et qu'on la piège plus, mais au moins son statut de protection, c'est celui-ci. Elle était chassée d'abord parce qu'on imaginait que c'était un concurrent, qu'elle mangeait trop de poissons et que c'était le poisson réservé à l'homme. Donc déjà c'était un concurrent, donc on l'a éliminé comme d'autres espèces. Et puis deuxième chose, elle a son poil qui est d'une très grande qualité, sa fourrure qui est d'une très grande qualité, fait que c'était un animal qui était très recherché pour ça. Donc les piégeurs, les chasseurs qui revendaient une peau de loutre, ça faisait quand même pas mal d'argent qui rentrait à la maison, quoi. Donc on avait en Sologne par exemple un piégeur spécialiste de la loutre qui se vantait et qui d'ailleurs il y a quelques photos de cette époque-là où on le voit avec 5-6 loutres d'affilée voire plus. Il y avait lui il était spécialisé là-dedans, hein. Il y avait des attelages de chasse à courre qui étaient spécialisés dans la chasse à courre de la loutre, ce qui était le cas en Sologne. En Bretagne il y avait des techniques très particulières de pierre à loutre, donc ils taillaient carrément des pierres pour mettre un piège à loutre. Enfin, voilà, l'histoire de l'homme et de la loutre, c'est celle-ci. Et donc c'est à partir de ces derniers bastions de loutre qu'elle a recolonisé petit à petit la France. Alors où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Exactement, c'est une histoire assez remarquable puisqu'en fait c'est de cette protection en 1972, donc quand on y réfléchit on est à 50 ans un peu plus là, ouais. Et on se dit en fait toute seule elle a recolonisé son milieu petit à petit. Donc les loutres qu'on a ici là, sur les bords du Cher, elles sont les grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères de ces loutres-là viennent effectivement du Massif central. Donc elles ont suivi pour chez nous le cours de la Loire, le cours de l'Allier, le cours du Cher pour arriver ici. Et puis là, elles arrivent du côté de Tours, Angers, par là. Et elles sont en train de faire la connexion avec la population de la côte atlantique qui avait assez peu disparu, qui, elle, en remontant le cours de la Loire, vient rencontrer les loutres qui sont issues du Massif central. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on l'a sur toute la côte atlantique, le Massif central, le sud de la région centre. Ouais. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ouais. Et vous, ça vous a fait plus de loutres à observer, potentiellement. Et moi, potentiellement, voilà, j'ai peut-être plus de chances de la croiser, c'est ça. Voilà. Eh ben, écoute, on est prêt. Clément, qu'est-ce qu'on fait ? On profite. On profite et on attend. Voilà, là, dans la position d'affût où on est, tu vois, j'ai imaginé qu'on était plus dans un mode observation. Donc je nous ai mis quand même un petit peu loin. Donc là ensemble, tu vois, on peut chuchoter comme on le fait là. Si on était au bout du petit banc de sable sur lequel on serait placé. Là par contre on chuchoterait pas, quoi. Ah oui, il y a des affûts où tu ne parles pas du tout. Oui, il y a des affûts où je parle pas du tout, oui. Il y a des animaux quand ils sont très près, il y a des endroits où je vais, où j'accompagne des gens aussi à découvrir un peu la nature, où les animaux nous passent très très près. Et là effectivement il n'y a pas de... On ne parle pas, on communique plutôt par des gestes très courts. On ne fait pas des grands mouvements. Il y a 3 petits oiseaux qu'on entend. Est-ce que parfois tu te dis pas que t'as pas peur que la loutre elle soit juste derrière nous ? Si. Ouais. Là, des fois ça arrive, tu te mets dans un sens comme ça. T'as repéré tout ça et puis t'as des surprises. Ça m'est arrivé. Putain, ça fait un boucan. C'est fou. Et alors, on entend beaucoup plus de bruit en fait. On n'entend pas beaucoup plus de bruit. C'est surtout qu'en fait la luminosité diminue. Et notre sens principal, celui qui fonctionne le mieux chez l'humain, c'est la vue. On a tout misé là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure que l'obscurité s'installe, qu'il y a de moins en moins de lumière, nos autres sens, ils se mettent en éveil.
penses à quoi parfois, comme ça? C'est la question que j'allais te poser. À quoi t'as pensé? Je sais pas. À rien. Des fois rien, des fois plein de choses, des fois je m'imagine qu'elle arrive, par où elle va arriver, par où elle va repartir. J'imagine un renard qui arrive, je sais pas. Puis des fois je pense à rien. T'as pensé à quoi alors? Après t'es pas obligé de le dire. Si. Je me disais que c'était cool là, ce que j'étais en train de vivre. Chouette, tant mieux. C'était quand même assez improbable après le reportage dans un club libertin. Et je me retrouvais toujours dans des trucs pas possibles. Mais c'est kiffant. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que ça te ravit? Parce que si ça te ravit, Ah bah oui, c'est le plus important. complètement. Et donc là, tu restes jusqu'à quelle heure parfois? C'est quoi? Tu restes toute la nuit quand c'est comme ça? Ça m'arrive, ouais. Il est quelle heure? Ah, il est 23h33, on peut peut-être dire qu'on les laisse à la rivière. T'en penses quoi? Voilà, moi je pense qu'on peut plier. Pourquoi? Parce que je pense que le castor il a prévenu tout le monde. Ah ouais? Ouais. Tu regarderas, si t'as l'occasion de voir des vidéos sur le castor, comment il prévient les autres. Il donne des grands coups de queue dans l'eau. Ah ouais? C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ok. Bon bah on n'aura pas vu la loutre. Bon, est-ce que tu peux me dire au micro, on vient de partir de l'affût loutre, on n'a pas eu de loutre. C'est quoi ton petit rituel alors? Pardon, j'en ai encore plein la bouche. Moi j'aime bien, si on a des petits réflexes, des petits machins, des petites habitudes. Moi je me fais, on va pas faire de pub, mais voilà, c'est une barre de chocolat avec du riz soufflé dedans. Et C'est assez bon, ouais, ouais, c'est assez bon, ouais. me semble-t-il. C'est assez bon pour le moral. C'est assez bon au palais. Non, c'est pas mal, ouais. Ouais, t'aimes Ouais. bien? Petit bout de chocolat, c'est réconfortant. Bon, on n'a pas eu de chance. Si, on a vécu un bel affût. On n'a pas eu la chance de voir de loutre ou de castor, mais on a eu ce petit combat vocal là, entre les chouettes hulottes, là, les deux couples qui se répondaient l'un à côté de l'autre. On a entendu ces petites bêtes qui gratouillaient, qui passaient à côté de nous. On a entendu ce castor là, qui a vraiment donné le coup de queue. Ça c'est vraiment typique, hein, ce gros coup de queue sur l'eau et tout. Là, c'est un castor. Alors peut-être qu'il remontait vers nous, peut-être qu'il descendait. Voilà, il y a un moment, il y a une odeur qui l'a traversé. Et puis, Peut-être nous. peut-être autre chose qui l'a inquiété, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est ce type d'expérience qu'il faut pas hésiter à faire au bord d'une prairie, au bord d'une rivière. Il y a toujours un truc à voir ou à entendre, en tout cas. Non, mais c'était assez prenant d'être dans l'obscurité totale et d'écouter vraiment tous les sons qu'il y a autour. T'as raison sur le côté sens, éveil. L'éveil des sens, et on aiguise beaucoup plus l'ouïe, on aiguise beaucoup plus même l'odorat. J'ai cru sentir par moments c'est con, hein, mais je sais pas si c'était pas des crottes ou. Ouais, il y a un moment, il y a eu une odeur un peu particulière, ouais. Hein, Ouais. Donc je pense qu'il y a un animal qui est passé, une Je bestiole, sais pas. parce que en tout cas, on a eu des effluves effectivement à un moment. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. ouais, c'était assez impressionnant. Merci quoi. Et puis on a cette espèce de sixième sens là, notre inconscient là, qui s'est, Ouais. qui nous a fait un peu voyager dans nos têtes aussi, apparemment. Oui, ouais, oui. Il y a eu ouais. quelques pensées Voilà. comme ça. Mais c'est sympa l'affût. Bien. C'est sympa. Je coupe? Ouais. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Les gens du coin. Je tenais à remercier personnellement Alexandre pour son extrême gentillesse et surtout son amour de la nature qui, je l'espère, vous a aussi contaminé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à noter l'émission, à laisser des commentaires et nous, on se dit à la semaine prochaine.